Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show, le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. Avec moi, Guy Barrette. Salut Mario, ça va bien? Oui. Guy, encore une fois, on n'est pas dans notre studio habituel d'enregistrement. Ben non, on aime ça se promener. Oui, on est dans les bureaux de Microsoft à Montréal parce que notre invité, Christian Beauclair. Bonjour Christian. Salut tout le monde. Salut. Donc, notre invité travaille pour Microsoft, puis il nous a généreusement offert qu'on le rencontre dans les bureaux ici même. Donc, on a dit oui, pourquoi pas. Guy, il y a beaucoup de choses qui se passent de ce temps-ci, mais on veut surtout rappeler à nos auditeurs qu'il y a le tirage qu'on va faire le 4 avril pour une entrée gratuite au DevTeach. Oui, DevTeach qui est une conférence de développement .NET et il y a aussi un volet SQL Server, donc très important. Donc la conférence va avoir lieu au mois de mai et on a une entrée pour la conférence, les 3 jours de la conférence à faire tirer. Donc ça couvre seulement l'entrée, ça ne couvre pas le déplacement. Donc si vous êtes de l'extérieur de Montréal, ça couvre pas l'hôtel ou votre avion ou l'autobus ou Comme on dit toujours la trottinette, ouais. Comme on dit toujours à chaque émission, quand tu as l'entrée gratuite, c'est toujours plus, en tout cas, aisé de trouver le budget pour l'avion ou l'hôtel. Ça aide pas mal. Si t'arrives à ton boss puis tu dis hey, j'ai une entrée gratuite, là, ça vaut $1000 là. On peut aussi rappeler que DevTeach, cette année, il y a des nouveautés. Tu parlais justement qu'il y a l'emphase, en tout cas, il y a maintenant le SQL-Teach, donc il y a une emphase beaucoup plus grande pour ceux qui s'adressent à SQL. Mm-hmm. Il y a aussi maintenant une track pour tout ce qui touche l'agile. Oui, une piste agile, une piste d'architecture cette année. Donc ça, c'est les nouveautés. Donc il y a des conférenciers de renom, là, vraiment de renom international qui vont être à Montréal au mois de mai là pour DevTeach. Puis moi, ayant été assez près, en tout cas, de la construction de la piste d'architecture. Ben oui, t'es en charge de cette piste-là. Je peux vous dire que les conférenciers qu'on a sélectionnés, en tout cas dans la track d'architecture, ça va être fort intéressant. Ce qui veut pas dire que les autres tracks ne le seront pas aussi. Hein. Je connais quelqu'un qui s'occupe de la track française qui a toute une liste de conférenciers pas piqués des verres, comme on dit en bon québécois. Ben oui, Christian fait partie de la liste des conférenciers de la piste française. Faudrait brancher aussi une piste TI parce que j'ai certains de mes partenaires de Microsoft qui vont faire des présentations sur Exchange, sur scripting, des choses comme ça aussi. Effectivement, effectivement, ça c'est une nouveauté encore cette année. Donc, en tout cas, la formule est simple. Vous allez sur le site et vous allez voir, il y a un endroit où vous pouvez nous envoyer un courrier électronique. Puis, vu qu'on veut donner la chance à nos auditeurs de pouvoir s'inscrire plusieurs fois, surtout les auditeurs qui nous écoutent systématiquement, il y a un mot-clé que vous devez inscrire dans votre courrier. Et ce mot-clé, on va vous le donner quelque part dans l'émission. Puis, si vous êtes assez wise, peut-être que vous savez déjà ça va être quoi le mot-clé. On va peut-être jouer un tour. Ouais, peut-être qu'on va changer ça. Donc, faut écouter l'émission. Christian, c'est ta première apparition au Visual Studio Talk Show. Oui. Puis, la formule est assez simple. On commence toujours par présenter notre invité. Mm-hmm. Question de donner la chance à nos auditeurs de pouvoir te situer. Puis ensuite, on fait l'entrevue à proprement parler. Puis, on revient après ça avec les actualités. Puis, on présente pour le bénéfice des auditeurs ce qui s'en vient avec le groupe utilisateur Visual Studio de Montréal. Donc, ta biographie. Oui. Quand je suis rentré dans la salle tout à l'heure, je te disais, ça fait 12 ans que tu es chez Microsoft. Tu te dis, non, 13e année. Ben oui, je finis ma 13e année le 28 février de cette année. Après ça, je vais entamer la 14e avec beaucoup d'ardeur d'ailleurs. J'ai occupé 3 rôles à Microsoft. J'ai été conseiller au début ou consultant pendant 6 ans. Ensuite de ça, j'ai fait 6 ans au niveau de la vente. Secteur fédéral, secteur public au fédéral à Ottawa, c'est là que je suis basé. Puis là, ça fait un petit peu plus que 6 mois maintenant que je suis avec le groupe de DPE. DPE, ça veut dire quoi DPE?
C'est un acronyme anglais, c'est Developer Platform Evangelist Group. Ça veut dire que on n'aime pas trop le terme évangéliste. D'ailleurs, on a changé notre terme pour conseiller. En plus, Oui, au Canada, le terme a changé. Oui, on utilise beaucoup plus conseiller ou advisor en anglais. Donc, je suis conseiller pour les développeurs. Il y a des conseillers en TI, il y a des conseillers en architecture, il y a des conseillers pour les fabricants de logiciels aussi. Donc, ça fait 6 mois que je me rapporte avec le groupe de Toronto, mais je suis encore basé à Ottawa. C'est ça, parce que le but de ton travail à toi, c'est essentiellement de fournir le maximum d'informations aux développeurs pour qu'ils utilisent le plus efficacement la plateforme, qu'ils puissent créer des meilleures applications, puis en tout cas, c'est une roue qui tourne, hein, Moi, j'ai la façon que j'ai le plus souvent décrit le rôle, c'est plus comme un rôle d'ambassadeur. Je suis un ambassadeur autant pour Microsoft auprès des développeurs que je suis un ambassadeur auprès de Microsoft en représentant les développeurs, si tu veux. Donc, moi, j'ai deux gros aspects de mon rôle. Un, c'est évidemment de parler de la plateforme .NET, des nouveautés qui s'en viennent dans le futur. Mais c'est aussi de comprendre les besoins des développeurs, de les rencontrer, que ce soit au niveau de la communauté ou du secteur académique présentement. Je m'occupe aussi du secteur académique. C'est de représenter ces gens-là à l'intérieur de Microsoft. Donc, c'est quoi leurs besoins? C'est quoi leurs besoins au niveau des prochaines versions, mais aussi les besoins au niveau des MSDN, les besoins au niveau des sessions qu'on livre. En général, on fait beaucoup de présentations dans les communautés. D'ailleurs, vous allez en parler à la fin du groupe d'usagers de Montréal, mais je viens 2-3 fois par année à rencontrer le groupe. Je fais la même chose avec tout ce qui est, en fin de compte, à l'est d'Ottawa. Donc, tu voyages pas mal, beaucoup. C'est raisonnable. Je veux dire, oui, c'est beaucoup de voyagement, mais par contre, c'est des petits voyages. C'est pas des gros voyages comme quand j'étais conseiller ou consultant. Consultant, tu voyages quand tu passes un contrat, tu peux être parti très longtemps. Tandis qu'en tant que représentant, je vais juste peut-être 2-3 jours à différents endroits. Mais je couvre donc Ottawa, le Québec au complet et les Maritimes aussi. Puis quand il y a des grandes tournées là canadiennes, tu fais partie de ces tournées-là? Les grandes tournées canadiennes, oui. On a essayé. C'est intéressant parce que cette année, depuis que je me suis joint, on a une nouvelle personne aussi qui s'est joint à Toronto, Jean-Luc David. Et ce qu'on a fait, en fin de compte, maintenant, on a 3 conseillers, si on veut, pour les développeurs à travers le Canada. On en a un à l'ouest, John Bristow, qui représente tout ce qui est les prairies et la Colombie-Britannique. On a Jean-Luc qui s'occupe du centre de l'Ontario, Toronto et tout ce qui est autour. Évidemment, c'est un petit marché. Hein. C'est un petit marché assez grand. Puis moi, je m'occupe de tout ce qui est à l'est. Donc, au niveau de ce côté-là, on a une bonne division. Donc, même dans les grands lancements, comme le lancement de Vista et Office qu'on a eu au mois de novembre, on s'est divisé un petit peu la tâche. Fait que moi, avec Jean-Luc, je m'occupais de tout ce qui était à l'est, puis John Bristow, avec un directeur régional, un rôle comme le tien, Joel Semignac, a couvert tout ce qui était à l'ouest, parce que là, il fallait être 4. Puis on est malheureusement juste 3 dans l'équipe présentement. À ce temps-là, on va chercher les meilleurs membres de la communauté possible. Tout à fait. Écoute, tu disais que tu demeures à Ottawa. Avant de te joindre à Microsoft, puis même encore aujourd'hui, je pense que tu es très proche de la communauté, là, les groupes d'utilisateurs, ces choses-là. Tu as participé même à la fondation, je me trompe? Non, c'est exactement ça. À Ottawa, ce qui est arrivé, c'est que avant que Microsoft a eu un cycle où les développeurs étaient pas aussi importants, si on veut, c'était pas quelque chose qui est... Lorsque la fondation de Microsoft circule dans les années 75, 76, 77, c'était beaucoup au niveau des développeurs. Après ça, la compagnie a grossi. Le focus était perdu un petit peu sur les développeurs, mais à un moment donné, je pense que tout le monde est au courant de l'événement où ce que Steve Ballmer est monté sur le stage en criant « Developer, developer, developer ». Donc, depuis ce temps-là, il y a eu un renouvellement, un gros focus là-dessus. Puis aussi, c'était en enlignement avec le lancement de .NET qui s'en venait, si on veut. Dans ce temps-là, ça s'appelait NGWS, Next Generation Windows System. Moi, j'étais à ce moment-là, j'étais entre la transition entre consultant et dans les ventes, mais j'avais toujours eu un intérêt pour le développement. Même en tant que consultant, si tu veux, à Microsoft, mon rôle, c'était un consultant pour les développeurs. Donc, j'ai commencé à faire des événements le soir, sans être sous la bannière de MSDN, mais qui éduquait, si tu veux, la communauté à propos de .NET, de ce qui s'en venait. C#, c'était nouveau, il y avait personne qui avait jamais programmé, donc je leur expliquais comment que c'était pour se passer la programmation là-dedans, expliquer les assembly, etc. Puis tout ça, ça a déboulé, le groupe a grossi, puis éventuellement, il y a un groupe de
personnes qui ont décidé d'organiser quelque chose de plus sérieux au niveau d'un groupe d'usagers. Fait qu'on a, si on veut, amalgamer les deux groupes, ma liste et leur liste pour en faire une. Et puis maintenant, ça s'appelle le Ottawa.NET User Group. Puis en passant, j'habite à Gatineau. Anciennement Hall. Anciennement Hall, oui. Non, je suis dans le secteur Hall. Ah ouais? Dans le secteur Hall. Écoute, nous, on va faire le pont. On va revenir avec l'entrevue. Le sujet qu'on va parler avec toi ce soir, c'est... Windows Presentation Foundation, ou WPF. Ça se prononce bien en français, mais Windows Presentation Foundation, ça se traduit moins bien. Mais on va pouvoir expliquer ça à nos auditeurs. On vous revient. Tu nous disais justement avant qu'on fasse le pont, l'acronyme anglais, ou en tout cas la façon qu'on le disait en anglais, Windows Presentation Foundation. Si on essaierait de traduire ça en français, ça ferait quoi? Ça ferait les fondations de présentation Windows. Fenêtre. Ah ouais. Windows, oui, fenêtre. Je pense qu'on devrait peut-être, il y a beaucoup de monde qui connaissent ça sous le nom de code durant le développement qui était Avalon. Avalon. C'était un système. Juste avant de commencer, peut-être positionner les choses, c'est que Windows Presentation Foundation, avec 3 autres technologies, sont des classes d'extension qui ont été bâties autour du .NET Framework 2.0. Il y a beaucoup de confusion à ce niveau-là. Il y a beaucoup de gens qui pensent que .NET Framework 3.0, c'est une nouvelle version. Ça remplace la version 2.0 et c'est pas le cas. Le CLR, le Common Language Runtime, est le même que la version 2005, donc le CLR 2.0. C'est des éléments qu'on a ajoutés. C'est ça, c'est une série de classes qu'on a rajoutées au .NET Framework pour offrir de nouvelles fonctionnalités ou un niveau, si tu veux, un niveau plus élevé de fonctionnalité. Quand on commence une série de classes, si tu recules même à version 1.0, les classes de base qu'il y avait beaucoup de fonctionnalités qui étaient juste comme parler, mettons, ouvrir un port pour communiquer avec un autre ordinateur. Avec le temps, il y a des nouvelles classes, des super classes, si tu veux, qui ont été sorties qui permettaient de créer un pont entre deux machines très rapidement, juste avec peut-être une méthode. Et c'est toujours cette amélioration constante des API, si tu veux, qui arrive. Avec .NET Framework 3.0, il y avait 2 enlignements. Il y a au niveau de la communication avec Windows Communication Foundation, tu as Windows Workflow Foundation pour l'engin de workflow, et tu as CardSpace. Mais Windows Presentation Foundation, ça a été bâti pour, si tu veux, créer un nouvel environnement de fenestration, pour créer des fenêtres dans les applications, mais les rendre beaucoup plus riches, pour permettre de la composition de contrôle aussi. Puis on a créé un nouveau langage qui s'appelle XAML. C'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire que WPF, son petit acronyme, c'est essentiellement aller chercher ce qu'on pourrait trouver qui était très bien avec les plateformes web, c'est-à-dire que le fait que c'est du markup, que c'est des tags, et se dire, est-ce qu'on pourrait appliquer ça pour les applications riches qu'on trouve sur notre Windows? C'est un peu le meilleur de ces deux mondes-là qu'on a regroupé dans une plateforme. Exactement. C'était vraiment ça le principe de l'équipe lorsqu'ils ont commencé le développement. C'est d'aller. Il y a toujours eu cette bataille depuis le web, depuis le furteur, si tu veux, entre la richesse de ce que tu peux faire sur une page web, mais par contre le fait que tu devais être connecté et le fait que tout ce qui était fenêtre à l'intérieur d'un système d'exploitation était un petit peu plus drabe, si tu veux. Il n'y avait pas beaucoup de richesse, il n'y avait pas beaucoup de composition, tu ne pouvais pas changer les couleurs des boutons facilement, ça te demandait d'aller chercher très bas dans le système d'exploitation. Le GDI, le Graphic Device Interface, si tu veux, ce qui permet de faire les graphiques dans Windows, a servi son temps, si on veut. Il fallait trouver quelque chose de nouveau pour relancer ça, pour aller chercher aussi beaucoup plus de richesse au niveau graphique. Ça, c'était quand même assez spécial, hein, parce que les gens, justement, du web, ceux qui ont pris possession de la mise en place des sites web, puis après ça, des applications web, c'était beaucoup les designers. Donc, on avait en tout cas, tout ce qui était le look and feel, si je peux prendre cette expression-là, c'était beau, esthétique. Puis on sait que la plateforme Windows, écoute, ils nous fournissent des contrôles de base, des boutons, tout ça, mais c'est gris. Ça fait business, ça fait entreprise.
Les comptables aiment ça. Ils disent, bon, on met notre argent dans quelque chose qui va nous rapporter au niveau rentabilité. Mais, en tout cas, ça manquait de hips, on pourrait dire ça comme ça. Oui. Puis d'ailleurs, souvent, un des défauts, en tout cas, une des caractéristiques qu'avaient les gens qui faisaient des applications riches Windows quand ils tombaient sur le web, c'est d'essayer de reproduire l'interface à la Windows dans une application web, avec les limitations que ça avait. Puis de la même façon, les gens qu'eux autres faisaient des choses esthétiques et belles, quand ils tombaient en Windows, c'est comme, ben là... Il y avait des limites. Puis là, avec WPF, on va être capable de pouvoir faire la même chose et plus, je pense même. Oui, mais c'est un des gros points que tu apportes, parce que une des choses qui a été toujours une séparation dans le passé, c'est que les gens qui sont très bons en programmation, en écrire, si tu veux, du code d'affaires en arrière d'une application, des algorithmes, etc., ces gens-là sont très forts et il y avait jamais beaucoup de problèmes de ce côté-là. Mais lorsque tu leur demandais de créer quelque chose graphiquement, ça pouvait être effectivement assez simplistique. Je veux dire, un paquet de boîtes de texte avec un bouton, puis rentrer le nom de famille, le prénom, l'adresse, puis appuyer sur OK. De l'autre côté, tu avais effectivement les gens qui regardaient au web qui disaient on peut faire beaucoup plus de choses, on peut avoir des graphiques, des couleurs, changer les textes. Donc, tu avais beaucoup de personnes qui très forts au niveau de création, mais qui sont pas nécessairement des personnes qui pouvaient créer des applications. En créant ce langage-là, XAML, le XML Application Markup Language, qui est, si on veut, le langage, c'est un langage XML déclaratif qui permet de déclarer l'intention, si tu veux, de comment ton interface devrait avoir. Et en créant un runtime qui permet d'interpréter ça et de le compiler au système et le présenter d'une façon riche, en leur permettant d'avoir tout ce contrôle-là au-dessus de ce qu'ils faisaient. On a pu, à ce moment-là, créer deux plateformes de création, si tu veux. On a la série Expression qui permet de créer graphiquement l'application. Donc, une personne très créatrice va se retrouver dans un milieu familier, va pouvoir créer des boutons avec les coins ronds, changer les couleurs au lieu que ce soit gris, ça peut être du rouge au jaune. Je suis pas créateur trop, fait que je pense pas que le rouge et le jaune vont très bien ensemble. Une teinte de gris. N'importe quelle façon. Ensuite de ça, ils peuvent donner cette application-là au développeur et le développeur n'a pas besoin de changer ça, donc n'a pas besoin d'essayer de le recréer. Dans le passé, souvent ce qui arrivait, c'est que les gens qui créaient l'interface, ceux qui interagissaient avec les gens, le déclaraient avec des feuilles, puis souvent ils dessinaient, tu sais, bon, moi je veux une fenêtre déroulante avec une boîte déroulante avec les coins ronds, puis quand que tu choisis, ça va être Ouais, parce que présentement, quand on fait des applications web, il y a une séparation au niveau de la présentation et du code. Donc, le designer peut travailler sur le HTML, la partie présentation, puis le développeur sur la partie logique d'affaires, tout ça. Mais quand on est dans une application Windows, ben c'est le développeur qui contrôle de la forme. Donc, il n'y a pas de séparation. Mais si j'ai bien compris, avec WPF, on peut amener cette séparation-là? Exactement. On a un produit qui s'appelle Expression Blend, qui est un environnement vraiment là, ciblé aux créateurs, donc pour faire l'animation, la composition des contrôles, ça. Mais lorsqu'il vient le temps de créer le code derrière ces boutons-là ou les fonctions d'attacher l'information à des bases de données, etc. À ce moment-là, il faut qu'il aille dans l'environnement Visual Studio 2005 et c'est le développeur typiquement qui va faire ça. Donc, la personne peut créer l'interface usagée, la sauvegarder et le développeur peut l'ouvrir dans Visual Studio 2005 pour ajouter le code, mais sans avoir à modifier l'interface usagée. Puis j'imagine que ce produit-là va pouvoir se brancher à Team System. Est-ce qu'il va pouvoir faire partie de l'équipe? Oui, l'idée, c'est que le type de projet dans Blend, c'est exactement le même type de projet que dans Visual Studio 2005. Donc, lorsque tu crées un nouveau projet, lorsque c'est sauvegardé, c'est un projet. Pour la version 1.0, il n'y aura pas les connecteurs nécessairement dans Team Suite. Ça veut dire que tu ne pourras pas directement partir de Blend puis aller mettre les produits, faire du check-in, check-out, par exemple. Okay. Va faire que tu fasses un check-out dans l'interface extérieure pour amener tout le code sur ta machine pour pouvoir l'utiliser dans Blend. Mais le projet lui-même, c'est le même format de projet. Mais encore là, souvent, ce qui va arriver, c'est que l'interface graphique va être créée une fois, puis va être donnée ensuite de ça au développeur, mais le cycle de développement est beaucoup plus long
que le côté création, si tu veux. Donc, il n'y aura pas nécessairement, mais il est toujours possible de faire des voyages entre les deux. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de... C'est probablement ce qui va arriver parce que je vous écoute, là, puis je me dis, wow, là, il y a quelque chose d'assez innovateur qu'on n'a pas vu du côté web. Parce que on peut faire le parallèle avec le monde web. Mm-hmm. Le XAML, qui est le XML, on pourrait dire c'est l'équivalent d'une page HTML, mais au lieu d'être, elle est vraiment là, riche, formatée en XML avec un schéma et tout. Puis, ton code, c'est comme aujourd'hui, on est dans Visual Studio dans une page HTML, on est capable de mettre du code qui est ASP.NET, qui va rouler qui va rouler sur le serveur, qui va générer du HTML. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui du côté web, c'est les designers. Eux autres, il faut qu'ils utilisent des produits tiers parties. On les connaît, là, ces compagnies-là qui font des produits pour être capables de faire justement des belles présentations. Là, toute la série des macro-médias et compagnie. Oui, Photoshop. Mais ça travaille pas bien quand tu veux ramener toutes tes codes. Tu sais, il y a pas souvent ces produits-là n'ont pas la gestion des codes sources, ces choses-là. Donc, on n'a pas un seul endroit où on garde tout le projet. Là, ce que tu es en train de nous dire, c'est quand on va faire du XAML, quand on va faire des applications riches pour Windows avec WPF, les deux, Microsoft va fournir une solution complète. C'est-à-dire, tu vas avoir ton Visual Studio d'un côté, puis tu vas avoir toute la suite des produits expression, dont l'Expression Blend que tu nous parlais, qui eux autres c'est les mêmes projets, donc la même logique pour être capable, puis on pourra pouvoir, par exemple, sauvegarder dans notre Team Foundation Server. C'est ça. C'est que l'idée, c'est d'avoir le groupe de créateurs, si tu veux, qui ont leurs outils pour travailler, mais utiliser le même système comme fondation. Team Foundation Server, c'est à ça, en fin de compte, que ça sert. C'est une fondation pour d'un bout à l'autre du cycle de développement. Dans la version 1, le système se pluggera pas directement dans Team Foundation System. Mais par contre, si tu as Visual Studio 2005 installé sur ton système, lorsque tu es dans Blend, si tu appuies, par exemple, pour aller rajouter un événement derrière un bouton, mais automatiquement, il lance la plateforme Visual Studio. Fait que, si tu pars de ton Visual Studio 2005, tu peux aller chercher ton projet, faire un check-out de ton fichier, puis après ça, aller dans Blend, ouvrir le projet, puis ton fichier que tu vas pouvoir l'avoir accessible pour le créateur. C'est sûr que présentement, ça va être un petit peu plus dur parce qu'il va y avoir 2 étapes, mais éventuellement, ça va être intégré. Donc là, si je te suis bien, les développeurs, là, nos auditeurs qui aujourd'hui développent avec Visual Studio 2005, qui font des applications Windows Form, sont habitués d'être dans Visual Studio pour faire toute la partie formulaire, la partie UI, interface usagée, ainsi que tout le code. Mais là, quand on va faire du XAML, c'est plus la même chose. Peut-être qu'ils vont peut-être nous fournir un jour un éditeur. On en a un aujourd'hui. C'est un download que tu peux faire présentement, un add-on que tu peux ajouter à Visual Studio 2005 qui te permet d'ouvrir des formulaires XAML sur des forms XAML. Donc, lorsque tu parles du créateur qui a créé son application dans Blend et qui sauvegarde le projet, le développeur, lorsqu'il l'ouvre, il n'a pas juste accès au code en arrière. Il voit aussi l'interface usagée, il peut déplacer les boutons, tout ça. C'est juste qu'il n'y aura pas l'interface riche pour faire de l'animation, faire de la composition de boutons. C'est pas aussi riche de ce côté-là. Sauf qu'il peut créer le même formulaire qu'il était habitué de créer. Donc, si tu as un développeur qui veut juste se créer une petite application, il n'y a pas de créateur nécessairement autour de lui, puis qui décide, bon, moi, je suis capable de faire mon interface, il peut le faire à l'intérieur de Visual Studio. Puis souvent, ce qui va peut-être arriver, c'est que avant même que les choses soient mises belles avec les produits de la suite expression, le développeur va faire, lui, le squelette, en disant, OK, j'ai telle chose, et après ça, la personne en charge de la scénarisation, de tout ce qui va être le look and feel, lui va prendre les produits expression et là va mettre ça, envelopper ça pour que ça soit esthétiquement plus beau que ce qu'on faisait avec une application à la Windows Form. Exactement. Mais tu mentionnes Visual Studio 2005. Là, présentement, si j'essaie de faire ça du XAML dans Visual Studio 2005, ça fonctionnera pas, ça me prend quelque chose d'autre. Ça te prend, faut que tu télécharges l'extension pour WPF qui est sur le site de MSDN. Donc, si tu vas sur msdn.microsoft.com/net, parce que .net. On va mettre le lien sur le. Ouais, c'est ça. Vous avez accès à ce moment-là au téléchargement. Il y a des si on veut, des surfaces de travail pour WPF, il y en a une pour pour WF aussi, Workflow Foundation. C'est sûr que ces produits-là, ce sont des ajouts qui ont été faits après Visual Studio 2005. La prochaine version de Visual Studio, qui est Orcus, qui devrait sortir plus tard cette année, va avoir
toutes ces choses-là à l'intérieur des jeux. Donc ça va être l'avantage de Arcus, c'est-à-dire que tous ces designers-là qu'on est obligé de downloader présentement vont C'est être ça. inclus là, directement dans le produit. C'est ça. Puis Microsoft, même si c'est pas la version finale, là, c'est des CTP, ils nous permettent de les installer aujourd'hui parce que c'est la beauté de toutes les fameuses fondations, comme tu as dit. Ça n'a pas besoin de nouvelles extensions au Common Language Runtime. Non. Ça fonctionne sur un framework 2.0. C'est pour ça qu'on peut le faire rouler aujourd'hui sur XP. On peut le faire rouler sur un serveur 2003. Puis on va pouvoir le faire rouler dans Vista forcément parce que même Vista, on va nous pour la première fois, on n'aura pas besoin d'aller faire installer le runtime. Il va être livré avec le système d'exploitation. Avec 3.0, oui. Félicitations, il était temps. Ouais, mais c'est le premier système d'exploitation qui livre depuis Ouais, il y a depuis ça. .NET. Ouais, mais regarde, il y a eu le R2. En tout cas, il aurait pu trouver moyen de le passer avec beaucoup d'extensions qu'ils ont fait à XP dans les dernières années. C'est juste, je pense que, bon, on reviendra pas, l'histoire a été faite comme ça, donc C'est ça. ça me fait penser, l'histoire se répète toujours, hein. À l'époque de VB4, on chialait tout le temps, faut dans le temps, tu sais, ton runtime VB, il est pas là. Finalement, il est arrivé dans l'OS nativement, puis c'est là que VB6 a pris son essor, puis que il y a eu la prolifération des applications en VB6. Et il est inclus dans Vista, le runtime de VB6. Ouais, parce que sur Vista, c'est à peu près la seule plateforme que tu peux développer, c'est Visual Studio du temps de VB6. Les autres fonctionnent pas aujourd'hui, ça va changer dans le futur. Visual Studio 2005 fonctionne Ça sur fonctionne. Vista, c'est juste faut pas t'appeler le SP1 tout de suite. Il y a un bêta du SP1 pour Vista spécifiquement. Ouais. Merci de rectifier, Mais tu peux installer Visual Studio 2005. On l'a utilisé durant tout le lancement, à toutes les arrêts. On utilisait Visual Studio 2005 sur la plateforme Vista standard. OK. Si on revient à WPF, donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a toute une nouvelle suite d'outils qui ciblent pas les développeurs, qui ciblent une autre catégorie de personnes dans une équipe, qui sont les gens en charge de la scénarisation, de tout le design. C'est avec les cheveux pointus, là, puis des anneaux dans le nez. Pas toujours. Il y en a peut-être qui ont des bas bruns, puis des grosses lunettes. C'est vrai que c'est rare que tu vois un designer avec des grosses lunettes, des bas bruns. C'est Ça rare. marche pas. C'est plutôt très un rare. développeur, ça. Présente-nous donc, il y a 3 outils pour les designers dans la suite Expression. Donc, tu as parlé de Blend. Ouais, en réalité, il y en a 4. Le premier, c'est Blend. C'est celui qui te permet de faire des applications interactives, si on veut. Donc, avoir les boutons, les text box, les choses animées, faire de l'animation aussi. Si on fait le parallèle avec ce qu'on connaît déjà, on pourrait-tu dire que ça fait Flash. Flash, hein? C'est ça. OK. Ouais. T'as Après le droit de le dire, même chez Microsoft, Oh, que ouais. ça copie Flash. Copier, là, non, c'est peut-être un grand mot, là. Ça fait mieux que Flash. C'est un programme d'animation aussi. Flash, c'est pas le seul programme non plus d'animation graphique qu'il y a sur le marché, donc ça peut pas être non plus juste une copie de celui-là. Mais c'est un outil qui permet de faire de l'animation graphique. Faut pas oublier non plus que à la différence, c'est que celui-là est bâti sur le XML, sur le langage XML. C'est pas un langage fermé, là, propriétaire. C'est quelque chose qui est ouvert et qui va être portatif. Hey, t'as bien appris votre message. Mais il y a du monde qui vont vous dire, regardez, XAML, c'est un schéma, OK, il est pas ouvert parce que je peux pas l'étendre vraiment, donc, Ouais. mais c'est un bon, en tout cas, vous avez vos arguments de vente. Ensuite de ça, il y a Design. Design, c'est celui qui est, si tu veux encore faire une analogie, Photoshop, probablement, ou Corel Draw, ou en tout cas, il y en a plusieurs différents programmes encore là. De Design, c'est celui qui te permet de faire du dessin, si tu veux, ou des graphiques très riches. Souvent, un outil utilisé, par exemple, pour le web, le développement de pages web, exactement. Ensuite de ça, tu as Expression Web, qui est la nouvelle version de FrontPage, améliorée, qui permet de créer des sites web. Donc, autant on satisfait un marché qui est le côté WPF puis XAML aussi, il faut reconnaître qu'il y a un marché web. Expression Web, c'est du HTML à ce moment-là. C'est du HTML à ce moment-là, c'est ça. C'est un éditeur de site web. Tu peux créer un site web, créer des pages, rajouter des contrôles dessus. Tu peux même faire du code ASP dessus, ASPX, là, .NET. C'est quoi l'intérêt pour Microsoft de sortir un produit web?
C'est juste comme ceux qui sont pas prêts à faire du XAML, on va aller chercher avec le web, puis tout à l'heure on les fera migrer. C'est encore un marché énorme. FrontPage, beaucoup de gens qui l'utilisent. Les sites web traditionnels ouverts à tout le monde, HTML ou ASPX, vont continuer à exister. Ça prend un produit pour réaliser ce marché-là ou supporter ce marché. J'oublie souvent ça. Microsoft est rendu tellement gros que tous les marchés vous les voulez. Hein. Il n'y en a pas un que vous allez laisser pour d'autres. Juste pour les auditeurs, il y a un beau grand sourire. On essaie d'aider tout le monde. Ouais. Après ça, tu as Expression Media, qui est un genre de, si tu veux, de console d'administration de toutes les, je cherche le mot en français, assets. Un repository d'assets. Ben là, tu sors un autre mot anglais en plus. Donc, comment on traduirait ça? On dirait que c'est tout ton patrimoine de tes images, images, vidéos, tout ce qui est du sons, média. pour faire de l'administration, c'est ça, de tous les médias. C'est très important dans les studios où il y a beaucoup de création, justement. On crée beaucoup d'images standards, une base de données d'images, si tu veux. Donc, c'est un genre de programme d'administration de tout ça pour que tu puisses les retrouver facilement, les réutiliser surtout. Réutiliser souvent, c'est ça, exactement. Ouais, c'est un problème de la gestion de tout ce patrimoine-là parce que on peut en avoir des centaines d'images. Oui, mais exactement. Si tu regardes, un studio va probablement prendre des photos, va faire une requête à un photographe d'avoir des photos. Typiquement, un photographe va peut-être retourner 100, 150, 200 images, la même chose, différentes positions. Mm-hmm. La personne le studio de création va pas décider de disparaître ces 200 images-là juste parce qu'ils en choisissent une photo. Donc, ils ont besoin d'un moyen de retrouver ces images-là parce que souvent, lorsque des compagnies font affaire avec eux puis ils disent, OK, on veut une publicité, mais on veut tel genre de personne avec tel genre d'habillement, avec tel genre de couleur, OK. Donc, puis cette gamme de produits-là est apparue, entre autres, pour être capable de permettre aux designers de pouvoir faire du XAML. Exactement. Ben, de générer du contenu, parce que ça peut être aussi pour les graphiques que tu veux utiliser, par exemple, à l'intérieur d'une page XAML. Faut comprendre que d'un côté, tu as le côté designer, mais si on revient un petit peu au côté développeur, pour les usagers de .NET, c'est qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'au bout de la ligne, bon, une fois que j'ai eu mes créations, que ce soit du look de mes boutons ou de mes text box ou de ma fenêtre elle-même, maintenant, il faut que je rajoute du code derrière ça. Fait que c'est ce côté-là que Expression satisfait, puis ensuite, tu as le côté où ce que le développeur va développer l'application. Tu mentionnais tout à l'heure le fait que WPF va donner un meilleur rendu au niveau visuel là, sur les form Windows, mais est-ce que ça pourrait fonctionner dans un browser? Oui, on a justement un nouveau produit qui vient d'être annoncé aussi, qui est disponible en bêta présentement, qui s'appelle WPF/E pour Everywhere. C'est une fonction, si tu veux, un download que tu peux faire qui te permet d'avoir une application XAML, mais dans un furteur à la place. Dans n'importe quel furteur, d'ailleurs, parce que c'est Everywhere, donc il va avoir l'extension pour Firefox, pour Opera, puis etc. Donc, c'est pas seulement pour Internet Explorer. Non, c'est ça. Puis tu l'as dit, vu que de toute façon, le code XAML, il doit être interprété par une machine. C'est ça. Donc, Microsoft, là, il y a des gens au travail qui sont en train de s'assurer que dans Firefox, il va avoir un interpréteur pour du XAML, puis que ça va faire le rendu pour les fameux boutons, toutes ces choses-là. Exactement. Si vous allez, s'il y a des auditeurs qui font, s'ils ont Firefox ou s'ils ont Opera, puis ils veulent faire le test, vous pouvez downloader, si vous allez sur le site de WPFE, downloader le chose. Vous pouvez aller sur channel9.msdn.com. Ils ont un genre de sandbox, si tu veux. Mais il y a aussi des exemples directement sur le site de Microsoft.com, msdn.microsoft.com/WPFE. Puis il y a des exemples d'applications, il y a des jeux, des choses comme ça qui peuvent être exécutées. Ces applications XAML-là, la différence, je vais expliquer la différence peut-être d'architecture, si tu veux, c'est que XAML, c'est un langage interprété. C'est un langage de déclaration de ce que tu veux, ton intention graphiquement, de représenter les boutons, la forme. Donc, c'est une organisation très XML. Donc, tu commences par une forme, puis à l'intérieur d'une forme, tu as des boutons. Dans l'intérieur des boutons, tu peux avoir une composition. Tu peux avoir des boutons à l'intérieur de boutons, à l'intérieur de boutons. N'importe quoi peut être possible au niveau de la composition. Une fois que lorsque tu as créé ton interface, il y a deux modèles où tu peux distribuer ton application. Si tu utilises WPF, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le XAML code, puis on le compile en BAML, ou en binaire, Application Markup Language, si tu veux, et on le store dans une classe .NET.
Et ce C'est code-là, distribué avec un DLL. et c'est distribué comme un DLL avec l'application. Lorsque l'application est compilée, c'est une application .NET très complète. Lorsque l'application est exécutée, à ce moment-là, on peut prendre ce code-là. Et ce code binaire-là, si tu veux, c'est là encore là que le rendu est important. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est une façon de représenter cette formule-là en DirectX. Et c'est la grosse différence entre ce qui était traditionnellement GDI+, ou n'importe quelle autre version de WinForm avant ça, c'est que lorsque tu créais une forme, Windows devait créer la forme en mémoire et la présenter à la carte graphique. Maintenant, on fait plus ça. Avec XAML, ce qui arrive, c'est que l'application, le look and feel est compilé comme, imagine, si tu veux, un rectangle d'une surface de 1 pixel d'épais dans l'axe Z, parce que c'est du 3D. Et on donne ça au GPU, au Graphic Processing Unit, qui est sur la carte vidéo, et c'est lui qui s'occupe de créer la forme. Et c'est plus le système, c'est plus Windows qui crée la forme, si tu veux. On crée l'intermédiaire entre ça et on le passe aux shaders qui sont dans le GPU. Et à ce moment-là, c'est lui qui s'occupe de le présenter. Donc, on utilise les mêmes techniques et technologies que les jeux vidéo. Exactement les mêmes technologies, si tu veux, que pour les jeux. D'ailleurs, Vista, la nouvelle version de Windows, est basée sur le même principe. Tout ce qui est aéro, tout ce qui est rendu à l'écran en Vista, et on utilise DirectX maintenant. Donc, tu dis, du côté, quand on fait une application native, là, qu'on compile, ça nous fait une DLL, puis cette DLL-là, comme tu nous expliques, c'est dans un format qui va être, qu'on pourra donner directement à la carte graphique. Exactement. Quand on est avec la version Everywhere, là, c'est Et là, c'est de l'interpréter. C'est ça la différence. C'est qu'à ce moment-là, tu as un mini runtime. C'est un peu comme un just-in-time compile, mais on compile pas intermédiaire. C'est qu'il y a un interpréteur qui comprend le XAML et qui le présente en mode graphique dans le furteur. Parce qu'il faut qu'on soit capable d'être portatif entre les différentes plateformes. Ah, différentes plateformes. Ça veut dire quoi? Ben, comme par exemple Opera sur le Mac ou Firefox sur d'autres là, plateformes. Là, je l'ai pas essayé sur Linux encore. Là. Mais tu viens de mentionner quelque chose d'important, là. Macintosh. Oui. Donc, WPFE. WPFE, oui. Ça roule sur Macintosh? Oui. Oui. Ça va être dans n'importe quel furteur, everywhere. Donc. Sauf que tu pourras pas prendre une application WPF, comme on parlait tantôt, parce que ça prend le .NET Framework 3.0, qui est pas sur les autres plateformes. La différence, c'est ce qu'on déploie versus ce qui est dans le système d'exploitation, si tu veux. Il y a une autre contrainte. C'est donc une sous-fonctionnalité du produit total, si tu veux. Par contre, tout ce qu'on a appris au niveau de Presentation Foundation, si on fait des applications en tant que telles, on peut récupérer le knowledge qu'on a appris pour en faire des applications WPFE. Oui, mais seulement sur le côté présentation. Ça veut dire que si, par exemple, tu veux créer une application WPF, d'ailleurs, je vais faire peut-être une petite plug pour, on a une série d'événements live de webcasts qu'on va commencer demain. Demain, on a un événement à 7h à travers tout le Canada, là, mais après ça, ça va être, on a une série de 4 événements au mois de février. Si vous allez sur msdn.microsoft.ca, /Ignite, vous allez trouver l'information. On va montrer une application WPF qui utilise aussi WCF et WF, donc Windows Workflow Foundation et Windows Communication Foundation. Ces genres d'applications-là qui ont la communication sécurisée entre applications, qui ont la possibilité de faire du workflow, seront pas disponibles sur les autres plateformes parce que dans le furteur, t'as pas toute cette fonctionnalité-là. Mais par contre, mon point étant le suivant, c'est que j'ai pas à nécessairement réinventer la roue au niveau graphique. Là. Exactement. Ce que j'ai appris, je peux l'appliquer. Exactement. Mais probablement parce que si tu fais ton architecture pour faire en sorte que la partie client, ça soit juste le UI, un peu comme on fait avec les smart clients, puis qu'à toute fois qu'on a une fonctionnalité d'affaires, on surveille de bord, on fait un service web vers une autre plateforme, ce qui roulerait sur le Mac, puis là, ça va être la grosse question, c'est est-ce que le fameux WPF on va nous fournir au moins en plus de nous fournir le rendering, on va nous fournir la capacité de surveiller et de faire un appel service web, ce qui veut dire qu'on pourrait à quelque part servir du Mac comme aussi une plateforme. J'ai malheureusement pas assez exploré WPF. Mais c'est une piste intéressante parce que en entreprise, souvent, t'as toujours un groupe qui continue à avoir du Macintosh parce qu'ils ont des besoins. Puis ton application, ben ça doit être déployé corporativement à tout le monde. Ben là, qu'est-ce qu'on fait avec les gens du Mac? Souvent, ça devenait l'argument de dire il faut faire web. Parce que là, peut-être qu'on va pouvoir dire on peut la faire riche
WPF pour ceux qui ont une plateforme Vista, puis les malheureux qui sont encore sur Macintosh, eux autres, ils ont WPFE. C'est ça. Je dis malheureux avec un petit sourire. Il y a du monde qui m'ont dit non, ils sont les heureux, ceux qui sont sur Mac. Moi, tout est une question d'interprétation. C'est ça. Donc, on vient de parler que la vision de Microsoft, comme je te disais un peu plus tôt, vous voulez aller dans tous les marchés, donc aussi vous assurer que votre technologie de présentation, la nouvelle génération WPF, ça soit pas juste sur une plateforme Windows, mais sur les autres plateformes, on parle de Mac, Linux, puis probablement aussi tout ce qui va être les téléphones cellulaires, en tout cas ce qui s'en vient de ce côté-là. C'est sûr que c'est une plateforme aussi riche, aussi importante. Il y a beaucoup plus de limitations au niveau de ce qui est possible aujourd'hui, mais c'est un secteur aussi qu'on explore tout le temps, qu'on essaie d'améliorer avec les nouvelles versions de mobile, puis tout ça. C'est sûr qu'on n'oubliera jamais ce qui se passe sur les téléphones cellulaires aussi. Conceptuellement, le fait d'avoir du markup, c'est ce qui est bien, c'est que tu peux toujours décider, si tu n'as pas la puissance totale, de faire un rendu différent pour puis en tenir compte aussi des résolutions, en tout cas toutes les contraintes qu'on peut voir. Écoute, je pense que ça fait le tour. Nous, on termine toujours en demandant à notre invité s'il a un site web, un blog, quelque chose que tu aimerais recommander aux auditeurs, que tu as vu dernièrement, ou en tout cas qui te tient à cœur, disait allez voir ça, ou allez lisez ce livre-là, ça va changer votre vie. Oh mon Dieu, changer pas votre tant vie. que ça, là, mais... Non, ben moi présentement, ce qui est mon intérêt énorme de ce temps-ci, c'est XNA ou le nouveau Game Studio Express de Microsoft. Puis il y a beaucoup de sites web là-dessus. C'est là-dessus que je passe beaucoup de temps, de mon temps personnel, à m'amuser à créer des jeux. Je suis en train de créer une version 3D de Pong, fait que c'est beaucoup de choses à apprendre. Il y a beaucoup de sites là-dessus, mais c'est pas mal mon intérêt présentement. Faudrait qu'on te réinvite, faire une émission juste sur concevoir des jeux avec Xena. Il n'y a pas de problème. Je viens d'en faire une à l'université de Carleton en fin de semaine à Ottawa. Je l'ai faite à Toronto. J'ai passé beaucoup de temps avec ça. Mais non, malheureusement, ça sera pas d'ici la fin de l'année, on est déjà booké, mais l'année prochaine, on va s'arranger pour s'assurer que ça te passionne. En plus, moi j'aime ça quand qu'on a des invités qui trippent sur quelque chose. Je peux parler longtemps là-dessus. Mais juste en concluant, je voulais ajouter, je sais pas si tu vas le faire au montage. Au niveau d'une chose qu'on n'a pas parlé tantôt, on parlait de composition de graphiques et de contrôle dans WPF. C'est que la richesse s'arrête pas seulement à ce qui est traditionnel comme bouton, boîte de texte, menu de liste, mais aussi l'intégration de graphiques vidéo, par exemple. Tu peux avoir un bouton en 3D avec un vidéo dedans. Tu peux avoir des fenêtres qui sont représentées par des cubes, si tu veux, puis tourner le cube en 3D. Oh, c'est du vrai 3D. C'est du vrai 3D. Tout ce qui est possible de faire aujourd'hui en DirectX, que tu parlais tantôt en jeu, si tu veux, tu as cette richesse-là aussi dans l'interface. Donc, ce qui est possible, c'est énorme. Si vous allez sur le site web, encore là, de Microsoft, vous allez voir, il y a plein d'applications d'exemple. Il y a des rotoscopes, par exemple, des applications où tu vois toutes tes images comme si c'était autour d'un cercle en 3D. Puis quand tu t'appuies dessus, l'image se rapproche de toi en 3D. Donc, tu peux présenter ton interface usagée pas mal intéressant. Ça veut dire que les interfaces là d'ordinateur qu'on voit dans des émissions comme 24, on va pouvoir en faire des vrais là maintenant? Exactement, c'est ça. On va pouvoir finalement, parce que pour le nombre de développeurs qui ont regardé ces émissions-là puis qui ont dit, ben voyons donc, si une interface a l'air de ça, ils vont pouvoir enfin les créer. J'ai parlé à plein de gens. Un des exemples flagrants, c'est le service correctionnel. J'avais fait une présentation, puis la personne du groupe, lorsqu'il a vu ce qui était possible, il voyait déjà la possibilité de scanner les personnes qui rentraient dans les institutions ou dans les pénitenciers, les scanner en 3D, puis pouvoir les rajouter dans le système pour que si on avait besoin, parce que normalement, si c'est un prisonnier, tu vas dire, par exemple, OK, est-ce qu'il y a un tatou sur le bras gauche, un tatou dans le dos, quelle sorte de tatou? Là, c'est toute de la description textuelle, c'est très dur à visualiser. Là, tu vas pouvoir prendre l'image de la personne, la tourner en 3D, zoomer sur les tatous, etc. Donc, il y a plein de possibilités. North Face ont créé un site web. BMW sont en train de faire leur publicité avec les BMW en WPF. Une application qui est super cool, qui a été annoncée aussi avec le lancement de Vista, c'est le New York Times Reader, qui te permet de lire le New York Times
très riche, mais en WPF avec l'animation, la recherche, etc. Puis c'est très, très riche comme possibilité. Les nouveaux médias, un des gros challenges, si tu veux, au niveau de ce qui est médiatique, comme les magazines, les journaux, leur challenge avec le web, ça avait toujours été de présenter leur propriété, si tu veux, leur look. La richesse de leur look ouais. sur un web. Mais sur une page web, c'est extrêmement compliqué parce qu'une page web, tu commences en haut à gauche, puis tu descends en bas à droite, le texte flow comme ça, puis tu mets tes images, mais t'as pas beaucoup de contrôle, tu peux pas vraiment... Le zoom, c'est basé sur le furteur, c'est pas basé sur ce que la personne veut. La richesse textuelle est pas là. Les annonces, ben là, il faut que tu utilises différentes technologies. C'est souvent des GIFs animés. T'as pas beaucoup encore là, tu peux pas aller chercher encore beaucoup de choses. Avec WPF, c'est ce que le New York Times ont fait. Ils ont été capables de chercher leur fonte, par exemple, leur caractère. Ça a l'air d'un journal imprimé, mais tu le lis sur ton ordinateur. Puis ça, ce reader-là, est-ce qu'il faut être abonné au journal pour... Je ne sais pas présentement je sais qu'il y a un exemple, ils ont une version bêta que tu peux downloader. Je ne sais pas s'ils vont charger éventuellement, mais j'ai l'impression qu'ils vont peut-être la laisser aller gratuitement parce que dans le sens que ce qu'ils font déjà avec leur site, avec leur journal, si tu veux, sur le web. Si tu vas sur le site web, tu peux lire le journal. Il y a du contenu gratuit déjà disponible. C'est ça. Il y a certaines choses qui sont probablement pas là, mais il y a beaucoup, beaucoup de richesses. Les photos, tout est là à l'intérieur de l'application. Et il y a beaucoup de médias qui sont en train de regarder ça puis de voir les possibilités. Tu peux penser aux kiosques aussi, les applications de kiosques dans les magasins ou dans les centres commerciaux. Avoir la possibilité de regarder ce que tu veux acheter, c'est pas mal intéressant. Puis aussi, probablement, que ça peut ouvrir toute une nouvelle opportunité pour les gens qui fabriquent des contrôles, pour arriver avec des contrôles avec des rendus peut-être plus... Tu sais, mettons, tu voudrais avoir une interface qui ressemble un peu à une centrale nucléaire, ben là, tu vas avoir les types de boutons, mais en 3D. Il y a déjà des compagnies qui avaient essayé de faire ça, d'étendre le concept du bouton, mais le bouton Windows Phone était assez limité. Et exactement, parce que le problème, c'est ce que je parlais tantôt, c'est qu'au niveau de la façon que ça avait été développé, la richesse qui avait été développée au début des cartes graphiques, qui était rendu à aujourd'hui, c'était justement de pouvoir le faire, mais pour aller changer le look and feel d'un bouton, c'était extrêmement compliqué parce que fallait que tu ailles à un certain niveau très bas puis comprendre. Tandis qu'avec la déclaration, comme je disais, un bouton, c'est représenté, tu peux dire button puis marquer le texte que tu veux à l'intérieur, puis tu vas avoir un bouton classique, mais tu peux dire aussi, à la place, ouvrir une sous-section du bouton puis dire qu'est-ce qu'est le contenu du bouton. À ce moment-là, tu peux avoir une animation dans le background, tu peux avoir une illumination 3D qui permet de faire comme quand tu sélectionnes le bouton, il s'allume. Tu peux l'avoir animé, tu peux bouger les choses sur l'écran beaucoup plus facilement. Donc, cette richesse-là est disponible déclarativement. Donc, effectivement, il va y avoir beaucoup de contrôles qui vont apparaître. Mais l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que ce sera pas juste un marché commercial de ces contrôles-là. Ça va être beaucoup plus facile aussi pour les développeurs, comme le monde qui écoute présentement, de dire, hey, moi, j'ai ce contrôle-là, je l'ai bâti avec Xaml. Juste publier le code Xaml, puis tout le monde peut l'utiliser. C'est pas nécessaire maintenant d'avoir un DLL packagé pour l'envoyer. Tu as juste à publier le code XAML. C'est pour ça qu'il y a déjà des gens qui veulent faire des portails qui focus sur WPF parce que les gens voient qu'il va y avoir tout à l'heure un besoin d'échange. Puis ils disent, on est les premiers, ça va être notre portail qui va être la référence. Une des choses qu'on est en train de s'engager à plein avec Microsoft, c'est le concept justement de communauté autour de ce que les gens bâtissent. Dans le passé, c'était un marché, tous les marchés étaient limités, comme les jeux, tantôt je parlais de Game Studio Express, c'est la même chose. Dans Game Studio Express, l'idée, c'est de laisser la communauté bâtir ces choses-là. XAML va permettre ce genre de communauté-là. Donc, il va y avoir plein de sites que tu vas pouvoir aller puis avoir 10 000 versions d'un bouton puis choisir celui qui te tente le plus. Écoute, Christian, on vient de faire un long aparté, mais je pense que c'est important de rajouter ça à l'émission. Mais si on revient, est-ce que c'est sûr que vous faites vos webcasts au mois de février là sur WPF avec un exemple qui utilise Communication Foundation puis Workflow. Est-ce qu'il y a d'autres sites, d'autres choses que tu voulais partager? Encore là, sur MSDN, là, si tu vas sur msdn.microsoft.com, je vais vous donner le site plus tard puis vous le mettrez sur le site web. Là, mais c'est assez facile à trouver. Là. Il y a beaucoup d'informations là-dessus. Puis tu nous disais que tu es vraiment quelqu'un là qui aime beaucoup là, tout ce qui est la Xena.
y a-tu un site ou un livre que ceux qui sont nos auditeurs qui veulent aussi se triper la programmation de jeu? La meilleure place pour commencer, c'est sur msdn.microsoft.com/XNA. C'est le site où ce que tu peux l'installer. C'est un téléchargement gratuit, donc tu peux le downloader, l'installer. Tout ce que ça prend, c'est C# Express. Ensuite de ça, il y a différents sites de ressources. Il y en a un qui est très bien, qui est orienté comme nouvelle, là. C'est xnaresources.com. Lui, ce site-là est organisé comme des nouvelles qui pointent à différents sites XNA sur le web. Juste pour ma curiosité, est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont réussi à faire rouler des applications WPF sur un Xbox ou Non. Pas entendu parler de ça, mais ça va sûrement venir un jour. Là. WPF, non. Pourquoi pas? Si on a juste à mettre le runtime dans la plateforme, ça serait possible. Le runtime, il est sur la plateforme Xbox maintenant avec XNA parce que les XNA te permet de faire des jeux pour Windows et pour le Xbox 360 détail. T'as pas besoin d'avoir une version spéciale du Xbox 360 pour déployer tes jeux dessus. Et c'est l'autre chose qui est très intéressante. Je vois pas qu'est-ce qu'ils arrêteraient dans le futur de faire ça, donc parce qu'on l'a toujours dit, hein, la plateforme, le jeu des maisons, ça va devenir probablement l'ordinateur central, donc. En tout cas, on verra bien ce que Microsoft en fera. L'avenir nous le dira. C'est ça. Écoute, on te remercie beaucoup, Christian. Ça m'a fait plaisir. Fort intéressant. Nous, on arrête 2 secondes et on revient avec les actualités. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. Guy, oui. Donc les actualités. Qu'est-ce qui a retenu ton attention ces jours-ci? Sur pas grand-chose, hein, je pense. Ben, en fait, je pense que Microsoft a fait le lancement d'un nouveau système d'exploitation là, cette semaine. Donc une petite nouvelle. Oh, une petite nouvelle. Je suis sûr que Microsoft n'ont pas sorti les tambours ni les fanfares. C'est un lancement mondial, grand public cette fois-ci, parce Juste une maison de glace. Une maison de glace. Ouais, à Toronto, ils ont... décris-moi ça un petit peu, le lancement à Toronto, dans le centre-ville, ils ont bâti au coin de Yonge and Bloor, je pense qu'ils ont construit, sous une tente, ils ont construit une maison de glace, donc les murs, des lits en glace, des bureaux en glace, il y avait des ordinateurs à l'intérieur pour faire le lancement de Vista. Mais pourquoi? Parce que c'est cool. Cool, froid. Exactement. Fait que c'est le lancement grand public, hein, oui. Cette semaine. Parce que le lancement qu'il y avait eu l'automne dernier, c'est le lancement business. Business ou si tu veux, valeur affaires, entreprise, c'est ça. Pour les entreprises. Parce que les entreprises avaient accès déjà au code, si on veut, depuis le mois de décembre. Sur les ententes, parce que ce qui arrive, la grosse différence entre ce qu'on appelle grand public et affaires, c'est que les affaires, eux autres, reçoivent le DVD, si tu veux, mais dans une enveloppe de plastique. Ou peuvent le downloader. Ils peuvent le downloader à travers leur contrat, tandis que lorsque tu parles grand public, ben là, tu parles de production, il faut que tu ailles dans des boîtes, les boîtes de plastique transparentes, très belles boîtes d'ailleurs, différentes versions. Ensuite de ça, il faut que tu l'envoies dans les OEM pour que les ordinateurs soient prêts avec Vista déjà installé. Faut que tu les envoies dans les centres de distribution, qui ensuite, eux autres, les envoient dans les magasins. Donc, le temps de production est quand même plus élevé. Là. Un petit peu plus long. Là tu as mentionné un bon point. Au niveau des ordinateurs qui vont avoir Vista préinstallé, donc ça devrait sortir bientôt. Là. Ah, si tu vas dans les magasins aujourd'hui, il y en a. Déjà? Oui. J'imagine que tu vas sur Dell. Dell, non. HP, Gateway, c'est tous des partenaires. Toshiba. Je veux pas en oublier, là, mais je vais sûrement en oublier. J'ai dit HP, Dell. Les grands noms. Tous les grands noms et les petits. Tout le monde peut l'avoir, en fin de compte, au niveau de OEM. Est-ce que, tu sais, il y avait un petit mot d'ordre qui s'était donné l'été passé, de dire attendez pour acheter vos portatifs parce que là, Vista s'en vient, puis de 1, puis de 2, les cartes graphiques, là, ça demandait beaucoup la dissipation de chaleur. En tout cas, la consommation était beaucoup trop grande. As-tu ouï dire si ça se résorbe, ce problème-là, ou... Je pense que oui. En général, tous les manufacturiers ont annoncé comme je te dis, que ce soit des laptops ou des ordinateurs de bureau complets
fait avec Vista préinstallé. Donc, Ouais, d'après puis, moi, ils ont réglé les problèmes. Oui, et puis aussi, à cette époque-là, donc on parle de peut-être 6 mois, les manufacturiers avaient pas les dernières versions de leur driver. Ouais. Donc, oui, ça prenait plus de cycles de CPU, tout ça, mais comme par exemple, j'ai un laptop avec une carte graphique ATI, et ATI a mis en ligne là, ses drivers lundi, et puis j'ai installé tout ça, puis ça fonctionne très bien. Là, tu as l'interface aéro dans ton Vista. Là. Oui, 3D. 3D qui tourne sur elle-même, là, c'est extraordinaire. Donc ça a été la grosse nouvelle cette semaine, évidemment. Autre chose? Ben en fait, j'ai vu quelque chose qui était intéressant aujourd'hui. En fait, Scott Guthrie, qui s'occupe de plein de choses chez Microsoft, mais qui est en charge entre autres de ASP.NET, a annoncé la disponibilité du code source pour ASP.NET Ajax. Donc la partie client, puis aussi la partie serveur. Donc ça c'est intéressant. Donc vous allez pouvoir regarder un petit peu comment ça a été bâti, puis peut-être l'adapter dans certains cas. Je pense que ça fait le tour des actualités. Ouais, parce qu'il y avait pas grand-chose cette semaine. C'est Pas ça. grand-chose. Il y a une grosse nouvelle. Les mononcles, les matantes vont pouvoir aller acheter Vista. Exactement. GUVSM, le groupe utilisateur Visual Studio Montréal. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, la prochaine rencontre, c'est le 12 février. On a Adam Mechanic, qui est un MVP SQL Server qui est basé à Boston, qui va venir nous voir et qui va nous parler de comment développer des applications SQL Server avec un haut niveau de concurrence, c'est-à-dire un haut niveau de disponibilité, là. Tout à fait. Donc ça, c'est le 12 février. Puis nous, on va avoir une présentation aussi au groupe utilisateur Visual Studio sur l'architecture parce qu'on a un architecte de Seattle, Simon Guest, qui vient à Montréal pour d'autres raisons, mais on a réussi à mettre le grappin dessus. Puis ouais, un grand merci à Carole Roy qui nous a présenté Simon. Donc Simon Guest, qui est un architecte de grand renom qui est basé à Redmond, donc chez Microsoft, va venir faire une présentation spéciale au GUVSM le 1er mars. Un jeudi. C'est un jeudi, ouais. Puis Simon va parler entre autres tous les enjeux d'architecture avec la couche présentation justement. Donc on va peut-être retoucher des choses qui touchent WPF. Mais pour les architectes. Ouais, mais au bout du compte, ce qui intéresse les architectes souvent, ouais, en tout cas, ça a un lien assez étroit avec ce qui peut intéresser les développeurs, veut pas. Ouais, puis après ça, le lundi, tout de suite après, il y a Rod Paddock, lundi 5 mars, qui va faire une présentation. Rod Paddock, c'est l'éditeur de Code Magazine. Donc, lui, il est basé à Seattle. Aussi. Et je pense qu'il va faire une petite visite à Ottawa, hein? Oui. Il vient à dans Ottawa, les jours qui suivent. Ouais, le lendemain. Je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain. Le surlendemain, je pense qu'il arrête à Québec avant. Donc il fait une grande tournée canadienne. Grande tournée de l'Est du Canada. Et on a dit que la dernière fois, l'année dernière, on imprimerait des t-shirts pour la prochaine tournée. On pourrait peut-être faire ça. Je sais que l'an passé, il avait même étiré ça parce que moi, je m'étais retrouvé au Code Camp à Boston. Puis lui, il était là. Puis là, on était venus en auto ensemble. On avait arrêté à Burlington parce qu'il présentait à Burlington. Après ça, à Montréal. Puis il allait, en tout cas, il faisait quasiment la moitié du continent en 5-6 jours. Donc c'était le nord-est américain. Puis il aime ça. Il fait ça tous les ans. Donc ça fait partie en tout cas, des choses qui le passionnent. Nous, écoute, ça fait le tour de l'émission. Oui, Christian? Si je pourrais me permettre de rajouter quelque chose, on a présentement, Microsoft Canada, présentement, pas un concours, mais on veut remettre un prix de développement, si tu veux, au Canada. Puis c'est une entrée seulement canadienne. On a un site où vous pouvez vous présenter, puis soit nominer quelqu'un de votre équipe ou vous-même ou une autre équipe ou un individu pour son excellence au niveau du développement. Et on planifie présenter les prix. Les prix sont assez intéressants. Si vous allez sur microsoft.com/Canada/Code Awards, ou en français, on va mettre le lien aussi. On va mettre le lien. Mais les entrées se terminent le 12 avril, mais c'est un programme extrêmement intéressant. On veut présenter un trophée à un développeur. Ce serait idéal que ce soit un développeur francophone du Québec qui gagne, mais n'importe qui rencontre, c'est un petit formulaire de 4 questions, en fin de compte, pourquoi cette personne-là représente le meilleur développeur ou la meilleure équipe de développement. Là, Fait que si on a quelqu'un dans notre équipe, là, on sait, là, c'est un whiz, là, .NET, c'est un bon développeur, on pourrait
Allez, le nominer. Soumettez sa candidature. Les prix sont intéressants. Il y a même une remise de 1 000 $ à une œuvre de charité de cette personne-là. La personne décide de quelle œuvre de charité, va recevoir un prix lui-même, évidemment. Et aussi, on va remettre de l'argent à une œuvre de charité en son nom. Ensuite de ça, il est invité à Energize IT au mois de juin à Toronto pour la remise de son prix. C'est une offre, comme je dis, qui est canadienne seulement. Donc, c'est tout le monde, incluant le Québec. Mais pas nos auditeurs qui sont en Europe ou Non, malheureusement, si vous êtes en Europe, pas ce coup-là. Nous, faut qu'on dise le mot-clé. Puis on va y aller avec un mot qui se dit aussi bien en français qu'en anglais, donc il n'y aura pas de confusion. Expression. Expression. Donc, ceux qui vont penser que c'était WPF, là, faut qu'ils aient écouté l'émission pour marquer le bon mot. Donc, peut-être que ça va donner encore plus de chance à ceux qui veulent vraiment gagner une entrée gratuite pour DFT. Donc, juste aller sur la page principale du site, il y a un lien pour vous inscrire et vous tapez le mot-clé expression. Puis forcément, tout ce qu'on a parlé, il va y avoir les liens sur la page principale. Christian, on te remercie encore. C'est avec plaisir. Puis, Guy, nous, on revient encore dans 2 semaines. Hein? Ça vient toujours vite. 2 ouais, semaines. Puis on va parler de quoi, Mario? Là, on va avoir un invité, quelqu'un de Montréal qui a parti de sa firme de consultation qui s'appelle InCycle, qui s'est spécialisé beaucoup avec Team System. Mm-hmm. C'est Claude Rémillard et il va venir parler du cycle de développement de logiciels, justement, avec Team System, parce que c'est sa passion. Puis, c'est ça. Donc, continuez à nous écouter. Au revoir. Bye bye. Visual Studio Talk Show.